Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour à tous, depuis Berlin. Le pèse, la thune, le grisby, la galette, l'oseille, le pognon. Les sous, la maille, la yaska, le blé, le jonc-art, le flouze, le fric, c'est chic ou pas? Sommes-nous devenus trop dépendants de l'argent aujourd'hui ou pouvons-nous encore nous en passer? On entend régulièrement dire que notre rapport à l'argent n'est plus très sain et que vivre sans argent, dans la mesure où on l'a librement décidé évidemment, peut être une expérience enrichissante. C'est aussi l'avis de Mark Boyle. Il vit en Grande-Bretagne où on le surnomme Moneyless Man. Il va nous montrer concrètement comment on peut vivre au quotidien sans le moindre sou. La verdoyante campagne anglaise. C'est ici que vit Mark Boyle, connu sous le surnom de Moneyless Man, l'homme qui vit sans argent. Pour lui, donner ou recevoir doit être un geste totalement gratuit. Je pense qu'il est important d'aller au-delà du simple troc, d'avoir une autre philosophie. Donner parce qu'on le peut. J'offre souvent plein de pommes à mes amis ou voisins. Peut-être qu'ils me donneront quelque chose 3 mois plus tard, mais je n'attends rien en retour. Si mes pommes ne servaient qu'au troc, ce serait juste une autre forme d'argent. Mark Boyle est convaincu que l'argent est la source de tous les maux et que les problèmes tels que l'exploitation des travailleurs, l'élevage intensif ou la destruction de l'environnement y sont directement liés. Il veut retrouver une vie plus primitive, sans moyen de paiement. Quelques années plus tôt, il a démissionné de son poste de manager dans une société d'alimentation bio pour emménager dans une caravane à proximité d'une ferme. L'agriculteur lui laisse un petit lopin de terre pour cultiver ses légumes. L'eau courante vient directement du ruisseau et il a construit lui-même ses toilettes sèches. Comme vous le voyez, ça ressemble à des toilettes normales. Avant, elles étaient bien plus basiques. C'était juste un trou dans le sol, sans siège, où il fallait s'accroupir. Là, c'est un peu plus haut de gamme, plus classe. En revanche, la cuisine de Mark est ouverte aux 4 vents. Il cuisine dehors, même dans le froid ou sous la pluie. En automne et en hiver, c'est plus difficile de cuisiner qu'en été. Mais au bout de 2-3 mois, je me suis rendu compte que j'aimais passer du temps à l'extérieur. La société occidentale nous a beaucoup ramollis. On a cessé d'être des animaux, on est très domestiqués. Alors que pour moi, en tant qu'être humain, il est essentiel de ressentir le vent, la neige, le froid ou le soleil. Pour vivre sans argent, il faut avoir le sens de la débrouille. Mark fabrique lui-même son dentifrice avec des graines de fenouil et des os de sèche moulus. Malgré tout, Moneyless Man ne vit pas complètement déconnecté du monde. Un panneau solaire est installé sur le toit de sa caravane pour alimenter son ordinateur et son téléphone portable. Mon ordinateur et mon portable sont mes outils transitionnels. Je ne les utilise pas à des fins personnelles, mais pour faire connaître mon action. J'espère ainsi servir de modèle, dont les gens peuvent s'inspirer pour apprendre à vivre avec moins d'argent. Et sa décision a fait des émules. Il a même publié un livre racontant sa première année désargentée. Pourtant, même lui ne croit pas à l'avènement d'un système mondial sans argent. À vrai dire, je pense que notre société est à des années-lumière de vivre sans argent. Même encourager un mode de vie durable semble être un vrai défi. Il faut se battre pour pousser les gens à recycler leurs déchets ou remplacer leurs ampoules. Je ne pense pas que le monde se passera d'argent de sitôt, malheureusement. Mais Mark ne renonce pas pour autant. Avec d'autres personnes partageant ses convictions, il prévoit de fonder tout un village sans argent. De notre côté, on espère bien que Mark Boyle pourra bientôt s'acheter un lopin de terre avec les revenus tirés de son livre. Car mon petit doigt me dit qu'il n'a pas été payé en pommes. Vivre sans argent. A priori, on se dit qu'il est plus facile de suivre ce principe à la campagne. Mais non, c'est aussi possible dans une grande ville, comme ici à Berlin, comme nous le prouve Raphaël Fellmer. Il est fermement convaincu qu'un jour, l'âge de l'argent sera révolu. Et c'est ici qu'il habite.
Avoir la jolie déco de ta maison, on ne se douterait pas que tu as décidé de vivre sans argent. C'est une vieille maison qui était autrefois un presbytère et qui sert depuis 30 ans de maison associative. J'y habite avec ma femme Nieves et notre petite fille de 19 mois, Alma Lucia. Comme on vit gratuitement ici, en échange, on participe au travail de bureau, on s'occupe du jardin, on aide aussi à organiser des séminaires, des ateliers de travail, toutes les activités qui se présentent. Depuis quand tu vis comme ça? Cela fait 3 ans et 3 mois que je fais la grève de l'argent. La grève de l'argent. La grève de l'argent, oui. En refusant d'utiliser de l'argent, on veut dénoncer la monstrueuse et perverse société de surconsommation dans laquelle on vit et montrer qu'on vit mieux quand on ne passe pas son temps à courir après l'argent. Donc tu dépends de tes voisins dont tu récupères les vieux vêtements ou les vélos. Comment vis-tu cette situation? Je pense que ce genre de relation nous rapproche. On accorde plus de valeur et de respect à l'autre. On fait attention à ce dont il peut avoir besoin. Moi, ça me donne un sentiment de solidarité. Et moi, ça me pousse à me demander qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'argent. À l'origine, il devait seulement simplifier le troc entre marchandises et services. Quand l'homme était encore chasseur-cueilleur, il n'avait nul besoin d'argent. Mais une fois sédentarisé, quand il s'est mis à cultiver les champs et élever des animaux, les choses se sont compliquées. Car ce mode de vie exige une division du travail. C'est ainsi qu'apparaissent les différents métiers. Si le tailleur coud des vêtements chauds pour le fermier, celui-ci lui donne de la nourriture en échange. Mais le troc n'est pas du plus pratique. Il faut toujours avoir de la marchandise avec soi. Et dans le cas d'aliments, il risque de se gâter. Pour y remédier, l'homme commence à utiliser d'autres objets en guise de monnaie d'échange. Des biens appréciés partout et par tous, mais non périssables, tels que des plumes rares, des coquillages nacrés ou de l'ambre. Le thé, ultra léger à transporter, est aussi très demandé. On peut donc l'échanger contre presque tout. Le minerai d'argent est tout aussi convoité. Au début, il faut encore le peser. Mais l'homme a ensuite l'idée d'aplatir de petits morceaux d'argent avant de frapper leur valeur sur la pièce ainsi obtenue. C'est en Chine que les pièces de monnaie apparaissent pour la première fois il y a environ 3000 ans. L'invention s'étend ensuite aux autres civilisations. Seul inconvénient, une personne riche, donc qui possède beaucoup de pièces, doit s'encombrer de lourds sacs ou de coffres. Ce sont à nouveau les Chinois qui trouvent la solution. Ils inventent la monnaie papier. C'est à partir du XIe siècle que les billets en papier, à la valeur imprimée et marqués d'un sceau, sont acceptés comme moyen de paiement. Nous allons maintenant récupérer des aliments qui, du point de vue de notre société monétaire, n'ont plus grande valeur. Et pourtant, ils sont encore bons pour être mangés, non ? Oui, puisque les fruits et légumes n'ont pas de date limite de consommation. C'est seulement qu'on ne les juge plus assez beaux pour les vendre aux consommateurs. Tu récupères ces aliments gratuitement, mais que fais-tu quand tu as envie d'une chose particulière, comme du poisson frais? De toute façon, les produits animaux ne me font pas envie. Quant aux fruits et légumes, on se réjouit d'autant plus quand on en trouve. Et pour rester fidèle à ta philosophie de vie, on va faire notre petite tournée à vélo. On vient toujours à heure fixe, donc le personnel du supermarché prépare les cajots à l'avance. Alors on découvre ce qu'il y a dedans. En général, entre 50 et 80% des produits sont encore bons. On est aujourd'hui près de 100 food savers à récupérer de la nourriture dans différents supermarchés. On va encore aller chercher le pain et les produits laitiers, qui sont gardés au frais. On verra s'il en reste.
Dis-moi, Raphaël, dans une grande ville comme Berlin et avec notre société de surconsommation, on vit plutôt bien avec ta stratégie. Mais pourrais-tu vivre de la même façon à la campagne, en autarcie? Oui, c'est même notre prochain objectif, fonder un éco-village vegan. On cherche encore un terrain adapté, mais on a déjà trouvé d'autres familles avec qui poursuivre cette vie sans argent, à l'échelle d'un village. Le village de Raphaël n'existe pas encore, mais d'autres ont déjà fait le choix de vivre à la campagne. On part pour Uckermark, dans le nord-est de l'Allemagne à la frontière polonaise, où certains ont choisi une solution un peu différente. Uckermark, la région la moins peuplée d'Allemagne. Ceux qui s'installent ici, comme Werner et Catherine, ne recherchent pas l'argent facile. Au contraire, ils sont en quête d'alternatives. Tous deux ont emménagé ici en 1996 avec un rêve, vivre de façon autonome. Nous cultivons nos propres légumes et nos propres fruits. Nous avons aussi des chèvres qui nous donnent du lait avec lequel on fait des produits laitiers. Mais évidemment, nous ne pouvons pas tout produire nous-mêmes, c'est impossible. Donc, le système d'échange local est essentiel pour nous, puisqu'on peut s'y procurer n'importe quel produit ou service. Sinon, à deux dans cette grande ferme, nous n'y arriverions pas. Quand on participe au système d'échange local, on travaille toujours un peu pour les autres membres du réseau. Catherine dispose d'une large variété de semences ainsi que de jeunes pousses issues de ses cultures bio. Chaque personne qui accomplit un travail, comme bêcher le jardin ou récolter des fruits, calcule combien de temps il y a consacré. Le temps nous sert d'unité de mesure. 5 minutes de travail égale 1 Uckertaler, la monnaie du réseau. Les thalers doivent circuler, c'est notre dicton. Toute monnaie doit circuler. Ce n'est pas fait pour qu'on l'accumule chez soi, c'est un moyen d'échange comme un autre. Donc pour que nos thalers restent en circulation, on a limité leur possession. Chaque membre du réseau ne peut détenir qu'entre moins 500 thalers et plus 500 thalers. Voici mon compte personnel. Chaque membre a le sien, qui récapitule tout ce qui a été échangé et à quelle date. Là, j'ai pris 10 œufs. Là, j'ai acheté un bocal de ghee, le beurre clarifié indien. Là, j'ai acheté des saucisses, du jambon et j'ai vendu de la confiture. Uckertaler en tant que monnaie alternative. Pour ne pas dépendre uniquement d'Internet, ils ont même inventé de petites coupures utiles pour les échanges au quotidien. En sa qualité de trésorier, Werner doit s'assurer qu'il y a toujours assez de billets en circulation. Car avec 106 membres, les offres de troc ne manquent pas. Catherine propose elle aussi ses semences et ses plantes. C'est un système fermé qui ne dépend pas du tout de l'euro. C'était important pour nous dès le départ, pour éviter de reproduire dans notre système d'échange les inégalités liées à l'euro. En plus de son poste de trésorier et de ses services informatiques, Werner propose aussi des confitures maison. Chaque bocal représente une demi-heure de mon temps de vie, ce qui est déjà beaucoup. Je peux les échanger avec quelqu'un qui viendra couper mon bois pendant une demi-heure, par exemple. J'ai calculé leur valeur en additionnant le temps que j'y ai consacré pendant un an pour planter et soigner les plantes, récolter les fruits, les laver et les faire cuire. Comme dans n'importe quel réseau d'échange, il faut un lieu de rencontre où chacun peut proposer ses marchandises. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Je vais emporter mes semences et les premières jeunes pousses de l'année. Il nous faut absolument des œufs parce que nos poules sont encore trop jeunes, elles ne pondent pas. Et je vais jouer de la musique avec mon groupe. C'est aussi l'un des services qu'on propose aux membres de la communauté. Mais les possibilités d'échange à l'intérieur du réseau ont aussi leurs limites. Par exemple, pour l'essence. Sans €, il ne pourrait pas se rendre à Brusseau, à 10 km de là. Ici, tout le monde met la main à la pâte. Les rencontres de ce genre sont rares dans la région. Le jour de marché est toujours une occasion spéciale. Voici la banque. Et je suis le banquier. Les seules coupures disponibles vont de 1 à 3 thalers. N'importe quel participant au marché peut venir s'approvisionner. Werner déduira l'équivalent de leur compte en ligne.
Je fais rapidement un état de la caisse, comme tous les mois, pour que le compte soit bon. J'ai imprimé 300 thalers, comme je l'ai inscrit dans le compte-rendu, pour que vous puissiez récupérer des coupures aujourd'hui. L'Assemblée générale des membres marque l'ouverture du marché. Ensuite, libre place aux échanges. On troque à tour de bras et les prix sont rarement discutés. Les plantes de Catherine trouvent également preneur. Elle-même s'est déjà procuré les œufs qui lui manquaient. C'est à chaque fois une rencontre entre le producteur et le consommateur, en contact direct. On veut pouvoir se regarder dans les yeux, et personne ne va arnaquer l'autre. Des échanges sur un pied d'égalité, le meilleur moyen de renforcer la communauté. Pour quelques thalers, les membres peuvent même faire venir Catherine et son groupe à la prochaine fête du village. Les possibilités sont immenses, puisque ça marche avec n'importe quel métier. Le réseau s'autogère tout en créant des emplois, ce qui est d'ailleurs la plus belle finalité d'un tel système d'échange. Toute une région qui se serre les coudes. Dans ces réseaux d'échange, l'entraide est une valeur essentielle. Surtout quand au dehors, l'euro est en crise. C'est bon? Oui, merci. Des monnaies locales comme celle-ci, il en existe aujourd'hui plus de 200 en Allemagne et même plus de 400 en France. Je vous propose un échange. Pendant que vous coupez les légumes, je vais retrouver un journaliste économique qui a étudié en détail l'histoire de l'argent. Et à mon retour, je vous raconte. Deal? Ok, tu reviens à l'heure pour le repas. Bien évidemment. Salut. À plus tard. Est-ce que tu te verrais utiliser une monnaie locale, comme dans notre sujet? Je trouve que ces monnaies locales sont une bonne idée, bien mieux que l'euro ou le dollar. Mais je trouve ça encore plus beau d'établir des relations humaines qui se passent totalement d'argent. Je ne dis pas que pour vivre de façon écolo et durable, il faut revenir à l'âge de pierre. On voit d'ailleurs naître une nouvelle culture du partage dans laquelle on n'a plus besoin de posséder, d'avoir sa propre voiture, ses propres skis. Au contraire, on accepte de partager les biens. Ce n'est pas un peu naïf d'imaginer toujours vivre ainsi alors que tout le reste du monde fonctionne avec de l'argent? Je trouve encore plus naïf de croire que notre système capitaliste peut encore survivre longtemps. Quand on est au cœur de ce système monétaire, où tout dépend de l'argent, on est conditionné dès le début à croire que sans argent, rien n'est possible. Quand tu es matraqué avec ces idées pendant des années, tu finis par y croire vraiment. Alors tu choisis un métier dans le marketing ou n'importe quoi qui te permet de gagner de l'argent, mais tu ne suis pas forcément ton cœur. Voilà pourquoi je suis persuadé que l'argent nous corrompt. Bonjour Dieter Schnaas. Bonjour à vous. Merci de me retrouver dans cet hôtel où se tiennent régulièrement des évaluations de compétences et des stages de management. À tel point que dans l'air flotte presque l'odeur de l'argent. Un sujet auquel vous vous êtes intéressé de près. Pouvez-vous imaginer une économie sans argent aujourd'hui? Non, il est désormais impossible d'avoir un monde fonctionnant sans argent. Prenons un exemple simple. Comment, de nos jours, construire un grand barrage, par exemple en Amérique du Sud, sans le financer de façon moderne, avec de l'argent? C'est impensable. Pourtant, beaucoup de personnes se sentent perdues dans ce monde globalisé et tentent l'expérience des réseaux utilisant des monnaies locales. Pourrait-on imaginer un monde avec plein de petites monnaies du même genre? C'est envisageable, même si elles ne seront jamais des monnaies alternatives, mais toujours des monnaies complémentaires. Dans ces réseaux régionaux, le but est que l'argent circule, mais sans entraîner un jugement de valeur entre les gens. Mais ça signifie aussi qu'il est impossible de devenir riche dans ce genre de système. Pour cela, il faut une monnaie qui serve également de réserve de valeur. Si on cherche d'autres solutions à notre système actuel, c'est entre autres à cause d'une défiance croissante envers l'économie monétaire qui est devenue trop abstraite. Pourquoi pensez-vous que nous avons perdu foi en l'argent? Il faut savoir que les banques centrales créent de l'argent à partir de rien.
Elles peuvent émettre beaucoup d'argent et de façon illimitée, puisque celui-ci ne porte pas sa valeur en lui-même, à la différence d'une pièce d'or, par exemple. C'est une simple promesse. Cette promesse repose sur le fait que le citoyen veut bien croire que cet argent a la valeur indiquée. Il doit croire que l'État, c'est-à-dire l'émetteur de cet argent, a bien la capacité de garantir la valeur de cet argent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne croit plus en cette promesse. Merci. Malgré tout, on croit encore que l'argent fait le bonheur. Peut-être parce qu'à l'origine, il servait à bien plus qu'au simple échange de biens. En soi, l'argent n'a aucune valeur. Ce n'est qu'un symbole, de simples chiffres sur un billet ou une pièce. Mais jadis, l'argent était avant tout un moyen de payer pour des offrandes et des sacrifices. Christina von Braun, chercheuse en sciences culturelles, a rassemblé de nombreux indices expliquant le rôle clé de l'argent dans le culte religieux, en particulier pour les sacrifices. En Grèce, on sacrifiait souvent des taureaux aux dieux. L'obole, une petite barre de métal, servait alors de paiement pour participer au repas sacrificiel. D'abord offrande pour un événement religieux, l'obole est ensuite devenu une sorte de monnaie. Rapidement, les pièces ont remplacé les barres de métal. L'homme fait un sacrifice pour que la divinité accorde la fertilité à ses terres ou à sa famille. Cette idée que l'argent peut devenir fertile se retrouve aujourd'hui encore dans le discours économique, où il est question de croissance, de cycle et de toutes les formes possibles de multiplication. L'argent et la foi sont donc étroitement liés. Cet argent, dont la valeur a été certifiée par le marché conclu avec la divinité, est celui qui s'est ensuite le plus répandu, en particulier dans l'espace culturel sous influence chrétienne, où la passion du Christ a été très tôt représentée sur les pièces de monnaie pour certifier leur valeur. On retrouve d'ailleurs la même logique dans le message chrétien, c'est-à-dire qu'une pièce, un symbole, peut devenir chère. Dans la chrétienté, le Fils de Dieu s'est sacrifié pour les hommes. Peut-être n'est-ce pas par hasard que l'hostie, le corps du Christ, a la même forme qu'une pièce de monnaie. Il faut avoir conscience que derrière chaque sacrifice, il y a un être humain. Tout sacrifice animal n'est qu'un substitut pour l'homme qui est censé se sacrifier lui-même. On comprend donc que l'homme doit encore croire en ce sacrifice aujourd'hui pour pouvoir avoir confiance en l'argent. Bien sûr, ce sacrifice n'a plus lieu en tuant vraiment des hommes. Il est avant tout symbolique. Les gens perdent leur emploi, ils tombent dans la marginalité sociale. Regardez la faillite de Lehman Brothers, les 6 millions de chômeurs rien qu'aux États-Unis. Toutes ces personnes ont été sacrifiées de façon symbolique, parfois même réelle, pour que l'argent garde sa crédibilité et son pouvoir de multiplication. Au départ, l'argent, censé faciliter le troc, avait une valeur matérielle, sous forme de pièces d'or par exemple. Mais sa valeur est ensuite devenue une simple garantie, avec l'apparition des actions ou des billets de banque faciles à transporter. On a inventé toujours plus de possibilités de faire travailler l'argent, de le faire circuler et de le multiplier. On a aussi pris toujours plus de risques pour tenter de multiplier l'argent à partir de rien. Problème, il n'est alors plus adossé à des marchandises ou des services. Le résultat, ce sont les crises financières qui font là encore des victimes. Lors de la dernière crise, on a vu que les pays où l'écart entre riches et pauvres n'était pas si grand, même s'il est toujours très marqué dans les pays industrialisés, s'en sont mieux sortis économiquement. On peut donc dire que l'argent permet aussi d'établir une égalité sociale. Rien que pour cette raison, il nous est impossible d'y renoncer totalement. La foi en l'argent est fermement ancrée en l'homme. Me revoilà!
Tu arrives juste à temps. Quelle belle table! On vient de finir. Ah, super. Bon, les garçons, je suis désolée, mais il est impossible de se passer totalement d'argent. Mais je crois que c'est une bonne chose que des gens comme toi nous poussent à réfléchir un peu à notre mode de consommation, pour peut-être se montrer plus raisonnable. Et une soupe gratuite, sans exploiter ni homme ni animal. Tout a été récupéré. Ah, délicieux. Ça m'a l'air riche en bonnes intentions. Oui, on a même mis des herbes aromatiques. Super, merci. Bon, je vais vous dire tout de suite au revoir pour éviter de parler avec la bouche pleine. À la prochaine, et restez curieux. Bon appétit. Xenius, à voir, à revoir gratuitement sur Arte+7.